Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Sandstone, le vrai nom d'un vrai bled, un trou perdu du Middle West. D'ailleurs, tout dans cette agglomération est aussi rocailleux et terne que le nom lui-même. En apercevant le poteau indicateur, mon ancien vague à l'âme déborde et me noie de tristesse. Je me secoue et essaie de me remonter le moral en me disant que c'est la dernière fois que je suis obligé de voir l'oncle Jack. Il vient de faire la seule chose au monde qui puisse me ramener, moi, son neveu, à Sandstone. Il vient de mourir. Je n'ai pas encore de détails. Je sais qu'il a eu un accident quelques semaines auparavant, et puis hier, l'appel de Tante Jeanne. Pauvre gentille Tante Jeanne, si incapable, qui n'a pu, comme moi, s'évader de Sandstone et d'oncle Jack. Sans doute est-ce pour cela qu'elle a tiré un rideau impénétrable et doux entre la vie et elle. Et qu'elle va à la rencontre des ombres qui se déploient sur ce rideau, un bon sourire aux lèvres, à la main une tasse de thé qu'elle ne manque jamais de leur offrir. Elle a dû être belle autrefois, cette jeune sœur de mon père disparu. Et je n'ai jamais compris pourquoi elle avait épousé Jack Tanner. Peut-être lui aussi a-t-il été attirant à une certaine époque, pourtant, même à ces rarissimes moments de générosité, je n'ai jamais pu imaginer une expression jeune ou avenante sur ce visage de tyran coléreux, intolérant et égoïste. Aussi, me faut-il faire un certain effort pour briser le cours de mes pensées et ressentir à son égard un semblant de gratitude. Après tout, il a quand même permis à Tante Jeanne de me recueillir à la mort accidentelle de mes parents, n'est-ce pas? Malheureusement, je ne me souviens que de son consentement irrité et grognon quand Tante Jeanne, ma seule parente, avait décidé de m'élever. Il y avait aussi sa manière avare de me donner parcimonieusement mon maigre héritage. C'est que je ne portais que des vêtements bon marché faits à la maison et mon enfance n'a connu ni bicyclette ni patin à roulettes, encore moins le cinéma. Quant à ma majorité, j'ai reçu comme héritage la moitié seulement de ce qui m'était octroyé et j'ai refusé toute comptabilité qui se serait immanquablement transformée en sordide compte d'apothicaire. Je ne demandais qu'une seule chose, m'enfuir. C'est ainsi que le jour de mon 18e anniversaire, le lendemain de Noël, il y a 5 ans, je suis parti pour ne plus revenir. Jusqu'à aujourd'hui. En quittant cette partie sordide du centre de la ville, je tourne dans la rue qui ne semble pas avoir changé en 5 ans. Sandstone, immuable comme la pierre. Cependant, en m'approchant de la maison de Tante Jeanne, je constate un changement. Oui, la maison voisine a brûlé et seule une petite partie est restée intacte. On a cloué des planches du côté carbonisé et elle paraît habitée. Je regarde la grande allée qui descend à pic en formant une longue boucle devant la partie en ruine pour remonter jusqu'à la rue. J'essaie de me rappeler qui vivait là. Quelqu'un qui avait plusieurs enfants en bas âge, me semble-t-il, parce que l'oncle Jack était furieux lorsqu'il venait sur la pelouse ou qu'il lançait des balles dans notre direction. J'emprunte l'allée de Tante Jeanne, arrête mon moteur et considère la maison qui me semble moins sinistre que dans mon souvenir. Une maison soignée,
au bardeau fraîchement repeint, agrémenté d'une vaste pelouse. La porte d'entrée s'ouvre, tandis que je reste assis au volant. Tante Jeanne apparaît. Mon cœur fait un bond dans ma poitrine. Je reconnais immédiatement son regard myope et indécis, et je lui fais signe. Elle vient à moi lentement, souriant à sa manière gracieuse et mystérieuse, et j'imagine presque qu'elle tient une tasse de thé en main. Je cours vers elle et les larmes me montent aux yeux, tandis qu'elle me serre dans ses bras. Puis, avec une vivacité nouvelle, elle me pousse dans la maison où deux femmes au visage vaguement familier s'affairent. Nous nous asseyons sur le sofa au ton fané. Elle me sourit timidement en me prenant la main, non point pour y chercher du réconfort, mais, me semble-t-il, pour me souhaiter la bienvenue. Je n'ai pas très envie de parler d'oncle Jack, mais je me sens obligé de le faire. Dis-moi, tante Jeanne, comment est-ce arrivé ? Elle paraît tout d'abord surprise, comme si sa pensée était fixée sur des sujets plus gais. La moins affairée des deux femmes nous apporte du thé et, tandis que nous le dégustons, tante Jeanne me raconte ce qui s'était passé. Ton oncle Jack était en train de tondre le gazon. Moi, j'étais en train de coudre, bercé par le ronflement de la tondeuse. Et il m'a fallu un certain temps pour m'apercevoir que le bruit du moteur était devenu très aigu et provenait du même endroit. Alors, je sors jeter un coup d'œil et je vois tout d'abord la tondeuse renversée sur le côté et l'éclair de la lame tournant à vide dans le soleil de midi. Ton oncle Jack était étendu à côté avec le voisin de la maison brûlée penché sur lui. Le temps d'arriver, il avait éteint le moteur et prenait Jack dans ses bras pour le porter à la maison. Il était encore vivant. Le docteur est arrivé immédiatement, lui a administré les premiers soins en attendant l'ambulance. « Mais où était-il blessé ?» dis-je malgré moi. Sa main. Il avait perdu sa main droite. J'ai attendu des heures dans le hall de l'hôpital avant d'apprendre qu'il était complètement paralysé et privé de la parole. Tu sais qu'oncle Jack était déjà en traitement pour sa tension. Le docteur a conclu que le choc lui avait donné une attaque cérébrale ou quelque chose dans ce genre-là, je ne sais plus. Avant de mourir, il a essayé plusieurs fois de me dire quelque chose, mais le pauvre ne parvenait qu'à bégayer. À moins que ce ne soit autre chose, je ne sais plus. De l'avis du médecin, cette frustration, comme on dit, qu'il éprouvait à ne plus savoir parler, a été la cause de la dernière congestion qui l'emporta. Ah, dis-je, ne trouvant absolument rien d'autre à dire. Il est l'heure d'aller lui rendre nos derniers devoirs, ajoute tante Jeanne en regardant sa montre. En allant à la chambre ardente, je ne peux m'empêcher de penser qu'il a sans doute maltraité sa tondeuse pour qu'elle se venge de la sorte. Et dans une certaine mesure, je ne suis pas tellement loin de la vérité, comme vous le verrez dans quelques instants. La première chose que j'ai faite à 18 ans a été de quitter Sandstone, où m'avaient élevé tante Jeanne et oncle Jack. Oncle Jack, ce pingre, cet égoïste, ce grigou, ce violent, pour tout dire, un type infect. Mais voilà que le diable a repris son âme en lui causant un stupide accident de tondeuse à gazon. Et me voici allant lui rendre mes derniers devoirs. Nous montons dans ma voiture et nous nous rendons à l'église où se déroulent les funérailles. Les bancs sont tous occupés. Non pas, pensais-je, par respect pour l'oncle Jack, mais parce qu'à Sandstone, la coutume veut que tout le monde aille à tous les enterrements.
tandis qu'on nous conduit avec déférence vers les premiers bancs qui nous sont réservés à quelques pas seulement du cercueil d'un gris acier, je vois des visages que j'avais complètement oubliés, des gens auxquels je n'avais plus pensé depuis 5 ans, et j'échange avec eux un salut grave. Soudain, un visage attire mon attention l'espace d'une seconde. Le visage d'un homme grand et squelettique, aux yeux creux empreints d'une tristesse sincère. Je me demande comment il peut se trouver quelqu'un pour regretter l'oncle Jack. Après un interminable office, tout le monde se lève pour défiler lentement devant le cercueil. Mon esprit vient de vagabonder tellement loin de tout ceci que j'ai oublié cette dernière obligation. J'ai, je l'avoue, un mouvement d'horreur et me tient à l'écart un peu en arrière. Malheureusement, tante Jeanne se tient à mon bras avec une affectueuse ténacité, et tandis qu'un jeune homme au costume sombre me pousse en avant. Il m'est tout à fait impossible de ne pas passer devant le cercueil ouvert et de voir une dernière fois cet oncle dont je m'efforce d'oublier le visage depuis 5 ans. Nous nous arrêtons et j'essaie de toutes mes forces de ne pas fermer les yeux, le visage crispé de dégoût, par égard pour tante Jeanne pendue à mon bras. Malgré toute l'habileté des croque-morts, il a conservé un air d'arrogance et de cruauté dans le pli de la bouche, à tel point que je crois voir son regard égoïste et dur me fixer derrière ses paupières closes. Je me détourne de son visage pour considérer ses mains jointes, enfin, sa main. Seule la gauche est visible, bien entendu, ne cachant pas entièrement l'extrémité vide de la manche droite de son veston. Tante Jeanne surprend mon regard, mais ne dit mot. Une fois dehors, je respire une grande goulée d'air glacé jusqu'à ressentir un léger picotement dans les narines. Tante Jeanne me serre le bras et me murmure sur un ton empreint d'un certain étonnement. « C'est bizarre, vois-tu, mais on n'a jamais pu retrouver sa main. Remarque, on l'a cherchée partout et à plusieurs reprises. » « Et alors ?» fais-je mal à l'aise. « Je suppose que la tondeuse l'a pulvérisée. » Elle respire péniblement et met sa main devant la bouche comme une enfant gênée. Je remarque avec satisfaction qu'elle n'a pas versé une seule larme et, surtout, ne paraît en éprouver aucune envie. Elle est trop simple et trop honnête, tante Jeanne, pour simuler un chagrin qu'elle ne ressent pas, et je suis très fier d'elle. Seule une poignée de gens nous suivent jusqu'au petit cimetière où s'arrête le corbillard. Les formalités simples sont vite terminées, et je remarque le geste presque distrait de tante Jeanne lorsqu'elle se détourne, sitôt la rituelle poignée de terre jetée. Le moins qu'on puisse dire est que ma tante s'en remettra. Alors que nous nous dirigeons vers l'auto, je me heurte contre quelqu'un. Levant la tête, je croise le regard profond et torturé qui m'avait tant surpris alors que nous entrions à l'église. Tante Jeanne met sa main sur le bras de l'homme auquel elle sourit amicalement. « Tu te souviens de Jason Trent, n'est-ce pas, mon chéri? C'est notre voisin, celui qui a trouvé Jack au moment de l'accident et l'a transporté à la maison. » Je serre la main de Jason Trent et lui souris, essayant de concilier ce visage ravagé avec celui que j'avais connu autrefois. Tandis que tante Jeanne le remercie pour sa visite, je me souviens brusquement de ma dernière journée à Sandstone. Mais cet homme est trop vieux, trop fatigué pour être ce type qui vint ce matin-là. « Il n'y a pas de quoi, madame, » dit-il à tante Jeanne. « Vous pourriez tout aussi bien ne pas avoir de voisin s'il ne vous donne pas un petit coup de main quand vous en avez besoin, n'est-ce pas ?» Il lui touche le bras comme pour s'excuser et part, ses maigres épaules courbées sous le poids d'un inexplicable chagrin. C'est en l'entendant parler que je me souviens de lui, comme si c'était hier. En fait, c'était il y a 5 ans. Précisément le jour où je suis parti, et Jason Trent est bien l'homme qui sonna à notre porte.
J'étais dans le hall d'entrée près de ma valise bouclée et j'attendais oncle Jack qui devait me conduire à la gare. J'avais dit au revoir à tante Jeanne qui s'était aussitôt réfugiée dans la cuisine pour ne pas importuner son mari de ses larmes. Soudain, on sonne à la porte et j'ouvre à Jason Trent qui se confond en excuses et hésite à demander à parler à Jack. C'est à ce moment que ce cher oncle Jack apparaît tout en mettant son pardessus et en grommelant Dieu sait quoi. La batterie de la voiture de Trent est à plat à cause du gel et il demande, avec 1001 excuses à oncle Jack, de l'aider à pousser son véhicule. En effet, il doit être à son travail une demi-heure plus tard et il n'a guère le temps de téléphoner à une dépanneuse. Il n'aime pas déranger ainsi ses voisins, mais il serait très reconnaissant à oncle Jack d'un petit coup de main. Mon oncle lui coupe la parole en criant d'un air courroucé. Il le traite de fainéant, de bon à rien, dont le seul mérite est d'élever une flopée de petits morveux indisciplinés qui troublent le sommeil de ceux qui, eux, travaillent dur. Je me souviens que le visage de Trent a blanchi, mais qu'il se retira droit et dit d'une voix glaciale contenue: « Monsieur Tanner, nous sommes voisins depuis plusieurs mois et je pensais que vous demander un service était une chose naturelle. Je me suis trompé, mais permettez-moi de vous dire que les voisins sont censés s'entraider. » Une fois dans la voiture, je demande à tante Jeanne pourquoi Jason Trent semblait si triste à l'enterrement. « Oh mon Dieu, le pauvre homme, tu ne sais pas ce qui lui est arrivé. »« Ben non, que veux-tu dire? » Tante Jeanne regarde Jason Trent s'éloigner au loin. « Ça s'est passé le jour même de ton départ, mon petit. Tu te rappelles, il avait sonné pour demander de l'aide à ton oncle Jack parce qu'il ne savait pas démarrer sa voiture. Elle était garée au bout de leur longue allée si abrupte. On dit qu'il débraya pour essayer de la pousser, pour la faire partir. Il avait laissé la portière ouverte pour sauter à l'intérieur aussitôt que le moteur tournerait, vois-tu. Malheureusement, il a glissé sur la glace et il est tombé sous la roue arrière. L'auto lui est passée sur la jambe et elle est descendue à fond de train s'écraser dans la maison en fracassant la vitre du living. Il y avait un foyer à pétrole, l'arbre de Noël et, je crois... N'avait-il pas plusieurs enfants en bas âge? Oui, mon petit. Hélas, 3. Et leur maman. Le feu s'est propagé si rapidement qu'ils restèrent tous pris dans l'incendie. Et le pauvre Jason qui essayait de ramper avec sa jambe écrasée, en les entendant crier, mon Dieu. Il était trop tard quand les pompiers sont intervenus. Et il continue à vivre là-bas? Oh, il n'est de retour que depuis 1 mois. Laisse-lui le temps de se retourner. Ah bon, de retour. De retour d'où, tante Jeanne? Eh bien, de l'asile d'aliénés, mon petit. Vois-tu, quand les pompiers sont arrivés, Jason Trent était déjà complètement fou. Ces cris qu'il avait entendus alors qu'il était impuissant, comprends-tu? Et maintenant? Oh, maintenant, il semble remis. Il a fait arranger une partie de la maison en attendant le moment où il pourra la faire reconstruire et la revendre. Il a arraché toutes les mauvaises herbes qui envahissaient la cour. En fait, il était en train de sarcler avec son coutelas le jour où Jack a eu son accident. Oh non! Si. Je viens soudain de me rappeler ce que Jason avait ajouté avant de prendre congé de oncle Jack 5 ans auparavant, le jour de mon départ. C'était « Attendez donc un peu, monsieur Tanner. Vous aurez peut-être un jour besoin d'une main pour vous secourir. » Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus.
Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.